Donc sans plus tarder, on va accueillir notre deuxième témoignage, un témoignage très intéressant, avec Charlotte Ozer, pardon, excuse-moi Charlotte. Charlotte Ozer, si tu peux récupérer un micro au bout sur le pupitre et me rejoindre. Charlotte Ozer, cofondatrice de Langue Action. Je vous en prie, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Charlotte d'être avec nous sur ce plateau. Merci à toi. Ça va pas trop intimider Non, ça va, ça va. Super, donc on te rencontre aujourd'hui dans un certain cadre qui s'appelle Thèse et entrepreneuriat, c'est possible. Et avant de partir sur ce terrain-là, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour un peu plus te connaître et connaître ton histoire. Donc Charlotte, vous êtes avide de sciences du langage et vous avez un profil qui sort du lot dans le monde des deep tech puisque vous touchez aux sciences humaines et sociales. Et donc, votre projet qui s'appelle Langue Action, est-ce que vous pourrez nous en parler un peu plus sur ce qu'il est aujourd'hui pour qu'on puisse faire le lien? Oui, donc Langue Action, c'est une entreprise donc, de formation et qui fournit aussi un outil pour aider les orthophonistes principalement à diagnostiquer des troubles en langue des signes française. Donc c'était un soin auquel ils n'avaient pas encore accès et le but c'est d'aller former le plus de personnes pour qu'ensuite les bénéficiaires, donc les personnes sourdes qui pourraient faire un AVC, puissent être soignés à même hauteur que nous si on fait un AVC et qu'on perd la parole. Super, donc vous avez fait un master de sciences cognitives et là vous découvrez ces sciences des langages, c'est même les langues signées, c'est à ce moment-là? Alors je découvre oui, la langue des signes française à ce moment-là, mais moi je venais de linguistique en licence. Okay. Et donc après j'ai fait sciences cognitives dans l'idée justement de m'intéresser aux troubles du langage. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire la linguistique de la langue des signes et je me suis dit, oh, il y a tout à faire, c'est super, je vais partir dans cette branche pour mon doctorat. Et justement, très tôt, du coup, dans le doctorat, vous pensez aussi à la suite, donc vous commencez à aller voir des tables rondes, ce genre de choses, pour sortir un peu du laboratoire et voir ce qui... Vous vouliez avoir un impact autour de ça. C'est ça, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je faisais des recherches dans ce domaine de base, c'était pour me sentir un peu utile, c'était pour que mes recherches servent à quelque chose. C'était aussi dans un choix de carrière, d'avoir ensuite un poste, etc. Sauf que le son de cloche que j'entendais, c'était ce sera très difficile d'avoir un poste en sortant de thèse. Et donc il y avait cette question de comment faire pour avoir un avenir, ne pas m'épuiser un peu en vain dans des post-docs, etc. jusqu'à voilà. Et tout en m'assurant que mes recherches étaient vraiment utiles. Donc je me suis dit, s'il y a moyen de combiner entre mes recherches et l'application dans la vie réelle de mes recherches, ce serait idéal. Et donc je cherchais un peu ce qui existait autour de moi. Je voulais à la base rejoindre quelque chose de déjà existant, mais ça n'existait pas. Oui, c'est ça, il a fallu créer votre opportunité vous-même, du coup. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, je participais à des tables rondes pour voir, un peu comme aujourd'hui, les gens qui ont réussi, et pour m'inspirer. Et puis voilà. Ça fait quoi d'être de l'autre côté du plateau, du coup? C'est un peu bizarre, hein. C'est un peu impressionnant. Du coup, je voulais revenir justement à ce point un peu de bascule. Donc vous êtes en thèse et c'est une opportunité qui survient dans le laboratoire qui fait un peu tout changer. Est-ce que vous pouvez nous en parler Parce un que, peu? donc, en fait, pendant ma thèse, je me disais, je veux entreprendre, je veux créer une entreprise sur le thème de la langue des signes française, mais je voulais pas créer n'importe quoi, je voulais pas non plus que ce soit quelque chose de trop généraliste, il fallait que ce soit lié à mon expertise et en quelque sorte que je sois sûre que j'avais ma place et pour ça, il fallait que je sois l'experte du domaine. Et pas la seule, mais une des seules. Et l'occasion s'est vraiment présentée quand j'ai participé à un projet de recherche. Donc j'avais une collègue qui partait en congé maternité sur son postdoc. Moi, j'avais pas fini ma thèse et on m'a dit si tu veux, tu décales la fin de ta thèse et tu fais attaché de recherche sur ce projet. Ouais. Et donc c'était le projet SignHub qui permettait de développer des outils d'évaluation du niveau en LSF, en langue des signes française. Et donc, j'ai aidé à la conception, j'ai aidé au recrutement de participants sourds pour avoir les bases de référence, parce qu'en fait, on ne savait même pas quelle était une pratique normale de la langue des signes française. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'y arrive pas si vous n'avez pas une norme. Et j'ai aidé à l'analyse des données, etc. Et donc, ce projet, j'ai trouvé vraiment fantastique. C'est le coup de cœur, quoi. C'est vraiment le coup de cœur, c'est ça que je veux faire.
Mais c'était un projet de recherche, donc ça Mhm. allait rester dans la recherche. Et donc les gens qui pourraient s'en servir le découvriraient un peu au petit bonheur la chance. Et donc je me suis dit, ça y est, j'ai mon but. C'est On ça, vous aviez identifié des outils, mais il y avait un besoin, celui de connaître que ces outils existaient et de les propulser plus loin C'est ça, auprès je me des... suis mise à la place un peu des orthophonistes, des cliniciens. S'ils reçoivent une personne sourde qui a fait un AVC, si personne leur a dit que ces outils existaient, je ne vois pas comment ils pourraient les utiliser. Je me suis dit, bon, on va aller étendre la bonne parole. Je vais faire ça. Et donc, comment ça se passe dans les premières étapes? Vous en parlez à votre directrice de thèse? Comment ça se met en place? Alors, j'avais déjà dit en fait que moi j'avais très envie de monter une entreprise et donc elle m'avait dit bah regarde dans l'université il y a des je sais alors moi j'y connais rien hein, mais je sais qu'il y a des organismes où ils ont très envie de faire ça donc il y avait Pépite Île-de-France Ouais. du côté de mon co-directeur qui lui était à PSL il m'a dit ah mais regarde il y a aussi des choses à PSL donc du coup j'ai un peu cherché ce que je pouvais faire. Et finalement, le vrai démarrage, ça a été donné par l'appel à prématuration de PSL, D'accord, où ouais. j'ai soumis mon projet et où ils m'ont dit, bon, écoute, on te fait confiance, on te donne un petit peu pour voir où tu vas. Et du coup, ça m'a lancé. Je me suis dit, bon, je prends pas trop de risques. Ils me payent là pendant 5-6 mois. Ça me permet d'avoir un salaire et de me lancer en parallèle sur mon projet. On verra bien si j'y arrive. Super. Et voilà. Et du coup, en parlant de risque, ça vous a pas fait un peu peur, du coup, de en quelque sorte mettre entre parenthèses la thèse pour déjà démarrer ou enfin, pousser ce projet un peu sign up avant de partir sur l'idée d'une start-up? Ça vous a pas fait un peu peur vis-à-vis de ce qui est demandé et l'exigence du travail en thèse? Moi, ça me faisait pas trop peur parce que j'étais au moment où j'étais en train d'écrire ma thèse, donc comment dire, le gros des recherches était derrière. En plus, c'était un poste rémunéré, donc moi, je voyais plutôt ça comme, allez, c'est 6 mois de plus de salaire, 6 mois de moins Sécurité, de ouais. chômage, Mhm. c'est ça. Et ensuite, c'était pareil sur quand je trouvais des postdocs, c'est ah bah j'ai ça, et j'ai toujours les sous de PSL que je pourrais mettre après parce que c'est une équipe très flexible, donc ils n'arrêtaient pas de me dire bon. On peut décaler la mise en application et tout ça. Et donc, en fait, justement, ils étaient très rassurants là-dessus, sur le fait que j'avais pas tellement de prise de risque. Et, Ouais, je sens que l'écosystème a fait en sorte de pouvoir aussi faire que votre parcours soit sécurisé avec ces opportunités-là. complètement. Donc, ils comprenaient tout à fait que le fait que je décroche un petit postdoc de 6 mois, bah, ça prévalait sur ce projet, etc. Donc, ils décalaient. Et donc, tout ça faisait que j'étais pas inquiète et je faisais vraiment les choses sereinement. Et enfin, je le sais parce qu'on s'est rencontrés là-bas la première fois. Vous avez été lauréate de ePhD. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à aller concourir? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de qu'est-ce que c'est ePhD du coup, Oui. et comment ça a aidé votre projet Langue Action? Donc, ePhD, c'est vraiment tout un mentorat, tout un coaching pour la création d'entreprises. Donc, c'est un concours. Et moi, j'y ai postulé grâce à Inès Maury m'encadre à PSL, qui m'a dit oh, il y a cette deadline-là, il y a ça qui arrive. Donc, je l'ai soumis 1 minute avant. Inès était. Le deadline. Je suis très profil chercheur, hein, moi je fais à la deadline. Et donc du coup, j'ai postulé en me disant on verra bien si mon projet qualifie pour les deep tech. Et en fait, oui, le fait que ça n'existe pas Oui, parce qu'il y avant. avait aussi ce doute de est-ce que vous rentriez dans ce cadre des deep tech du coup? C'est ça, parce qu'on se dit, bah, SHS, je pense pas que je sois en accord avec tout ce qui peut être technologie de pointe, mais en fait, il se trouve que ça reste une technologie qui n'était pas disponible et qui répond à un besoin, et donc ça a été valorisé de ce point de vue-là. Et le fait d'être lauréate à iPhD, ça m'a permis ensuite d'accéder donc à tout un nouvel écosystème. Pour ça, je passe mon temps à dire, je suis tellement accompagnée, ce serait vraiment la honte qu'à la fin, mon projet ne donne rien. Mais, Pas de pression, pas de non, pression. pas de pression, mais bon, voilà, quand même. C'est énormément d'opportunités. C'est des opportunités de communication, de formation. C'est des gens qu'on Ouais. voit toutes les semaines pendant plusieurs mois en petits groupes. Donc voilà. Et c'est pas que des. Il y a aussi beaucoup de rencontres avec d'autres jeunes créateurs et créatrices comme vous. Et vous vous nourrissez de ces échanges justement? Comment ça se passe les échanges avec C'est eux? ça, c'est sur les événements en présentiel, du coup on rencontre tous les gens qui sont un peu comme nous, sauf que eux guérissent le cancer, mais bon. Ça n'aide pas trop pour le syndrome de l'imposteur, mais après pour le reste ça va. Et ils sont très sympathiques et on rencontre donc plein de gens qui sont dans la même situation que nous. Et du coup c'est des échanges forcément riches. Ouais, on fait vraiment partie un peu d'une communauté.
Et on garde contact parce qu'on se voit dans les petits groupes, on se revoit ensuite en présentiel, il y avait plusieurs temps forts. Voilà, c'est des opportunités. Est-ce que dans cette... parce que j'entends aussi, on souligne qu'il y avait vraiment une démarche pas à pas. On est vraiment, en plus, très bien dans cette thématique de... On est dans la thèse, on essaye de sécuriser le chemin. Est-ce que vous vous seriez imaginé aujourd'hui être entrepreneuse Est-ce que c'était quelque chose que vous envisagiez avant de rentrer en thèse concrètement ou... Avant de rentrer en thèse, pas vraiment. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose. Enfin, j'y avais même pas pensé au fait que j'aurais quelques compétences que ce soit euh, pour ça. Mais c'est en participant justement à des tables rondes où j'ai vu des gens qui avaient fait le pas de se lancer. C'est là où je me suis dit ah d'accord, en fait, c'est possible. Il y a d'autres voies que juste la recherche. Bon, il se trouve que moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai obtenu un poste de maître de conférence. Donc j'étais sur ouais, moi je l'aurais jamais. Bon, je tente quand même, on verra bien. Puis je l'ai eu. Et donc du coup, ça me permet de vraiment avoir mon activité de maître de conférence et en parallèle, je monte la boîte. C'est une super transition parce que j'allais justement vous demander, c'est quoi aujourd'hui les prochaines étapes pour Langue Action et comment vous prévoyez de pousser ça encore plus loin? Alors là, les prochaines étapes, c'est vraiment la création de l'entreprise, parce que là, on était dans toute la planification, c'est même pas complètement fini. Et donc, pour la création de l'entreprise, il y a le fait de trouver la bonne équipe et puis se lancer, en fait, parce qu'on a presque tout. Il faut qu'on développe l'application, mais c'est pareil, c'est en cours. Donc je veux juste repointer ça. Donc c'est vraiment jusqu'ici la startup n'a pas été encore créée officiellement, mais le projet a été maturé grâce à tout ce parcours que vous nous avez Complètement. présenté. En fait, grâce à tous ces rendez-vous, etc., déjà, je me suis familiarisée avec le jargon entreprise, ce qui n'est pas, ce qui est pas encore tout à fait acquis, hein, mais bon, voilà, je comprends un peu mieux. Et surtout, j'ai pu maturer vraiment ce qu'on appelle le business plan, et même faire évoluer mon offre, parce que là, je vous parle des orthophonistes, des cliniciens, mais en fait, finalement, ça intéresserait aussi les professeurs de langue des signes française. Enfin, donc vraiment beaucoup de perspectives qui se sont ouvertes et du coup une concrétisation aussi. C'est-à-dire se dire, bon, ce que j'avais comme idée, finalement ça va vraiment devenir quelque chose. Ouais. C'est possible. Super, en tout cas on vous le souhaite et on voit que ça avance bien. Donc ouais, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir partagé votre parcours et votre histoire. On peut l'applaudir. Et merci encore une fois. Merci Charlotte Roser. Merci.